bonjour. D'abord, merci au Rendez-vous de l'Histoire de nous permettre de faire cette présentation intitulée « Tricot, bricot, traîneau, se divertir chez les Augustines ». Et merci à vous, à la maison, de venir vous distraire avec nous. Nous tenterons d'égayer votre moment par des anecdotes entourant notre sujet. Et d'abord, je vais vous présenter ma collègue Julie Desaulniers, qui est conservatrice au monastère. Et je m'appelle Sarah Bélanger et je suis historienne archiviste, responsable du centre d'archives au monastère des Augustines aussi. D'abord, est-ce que vous savez qui sont les Augustines? Les Augustines sont arrivées en 1639 à Québec et elles ont rapidement commencé leur mission, celle de soigner le corps et l'âme des malades. Elles ont d'ailleurs fondé le premier hôpital au nord du Mexique. Il s'agit de l'Hôtel-Dieu de Québec, lieu où on se trouve présentement. Durant leur longue histoire, les Augustines ont fondé aussi 11 autres monastères hôpitaux à travers le Québec, que ce soit au Saguenay, à Gaspé, à Lévis ou encore en Beauce et dans plusieurs autres endroits. Elles ont fondé différents monastères hôpitaux. Donc, en somme, les Augustines ont vraiment jeté les bases du système de santé actuel au Québec. Aujourd'hui, nous avons décidé d'alimenter notre conférence d'images puisées dans les trésors de nos collections et des archives du monastère. Nous pimenterons aussi nos propos par des extraits d'archives à voix haute. Donc, surprenez-vous pas si on vous lit certains extraits. Notre conférence portera surtout sur le 20e siècle, parce que c'est vraiment là que les Augustines ont commencé à avoir des loisirs et des congés. Et même si on a décidé de vous parler de divertissement, sachez que nous avons un horaire bien chargé pour les prochaines minutes. Alors, au programme aujourd'hui. Une vie régie par des règles. Les divertissements et les loisirs. C'est le temps des vacances. Et aujourd'hui, une vie régie par les règles. Pour vous parler des divertissements chez les Augustines, on doit d'abord vous faire part du quotidien très chargé des sœurs. En communauté, le travail faisait vraiment partie intégrante des activités quotidiennes, notamment pour assurer la survie financière de la communauté et pour éviter l'oisiveté, évidemment, dont il fallait s'éloigner. En ce qui concerne les groupes religieux dotés d'une vocation sociale, comme les Augustines, le travail est au cœur même de la mission, de la raison d'être de la communauté. Qu'on soit du côté du monastère ou de l'hôpital, la bonne cohésion organisationnelle des Augustines était vraiment possible grâce à un ensemble de règles qui encadraient la réalisation de chacune de nos fonctions. Puis, pour aider à bien suivre les règles de la vie communautaire, il existe différents textes et ouvrages qu'on a conservés ici au centre d'archives. Puis, lorsqu'on lit les ouvrages, on comprend assez vite que les moments de distraction sont rares chez les Augustines et qu'ils sont aussi eux-mêmes bien encadrés. On compte parmi les ouvrages qui sont destinés seulement pour les Augustines, les Constitutions, la règle de Saint-Augustin, Julie, le coutumier des religieuses, les règlements, le directoire et le fameux cérémonial. Les deux premiers, les Constitutions et la règle de Saint-Augustin, sont vraiment fondamentales pour comprendre l'organisation de la communauté et l'importance du travail chez nos religieuses. Puis, sachez qu'il y en a bien d'autres, des ouvrages qui sont plus généraux, qui s'adressent aux communautés religieuses aussi et qui nous dictent les façons de faire durant la journée. Chaque jour, au monastère, les sonneries des cloches tiennent lieu d'agenda aux journées des religieuses. Les multiples cloches du monastère ont tout un langage que les sœurs apprenaient rapidement à maîtriser. Ça sonnait beaucoup tout au long de la journée. Donc, l'horaire de la journée selon le coutumier. 4 heures du matin. Toutes les sœurs se lèvent au son de la cloche pour adorer Dieu. 4h30. Assemblée dans l'avant-chœur présidé par la mère supérieure et entrer dans le chœur en ordre. 5h30. Les sœurs récitent les heures du petit office de la Sainte Vierge et disent le chapelet en commun. 6 heures. Messe conventuelle, puis déjeuner en silence et service des pauvres du côté de l'hôpital.
Par la suite, il y avait le début de la journée de travail pour nos religieuses. Tout au long de la journée, le travail des religieuses était entrecoupé par des temps de prière. 18 heures, souper des religieuses suivi d'une récréation. Oh, enfin, des divertissements! Effectivement, et conformément aux constitutions, 2 moments de répit permettaient aux Augustines de souffler un peu dans la journée. 2 récréations, donc, d'1 heure chacune, qui ponctuaient la journée après les repas. Je vais vous lire un extrait des constitutions. Après la réfection du midi et du soir, il sera permis aux sœurs de parler ensemble 1 heure durant ou environ et de se récréer par des discours agréables et saintement joyeux, avec paix, douceur, discrétion et simplicité, ce qui ne les empêchera pas de faire quelques petits ouvrages durant ce temps-là. Donc, comme on le voit, entre autres, sur cette image, tout en discutant avec leurs consoeurs bien installés autour d'une table, les religieuses, pendant la récréation, profitaient de ce moment pour avancer leurs travaux d'aiguille et divers travaux manuels. Nous conservons d'ailleurs plusieurs paniers à ouvrage ou ce qu'on appelle aussi des bannettes dans les collections du monastère. Donc, on peut voir ici là, des paniers à ouvrage. Donc, vous le voyez, on est assez loin d'une récréation qui peut ressembler à celle des enfants dans les cours d'école. D'ailleurs, on a un extrait d'un livre intitulé « Quelques conseils de politesse aux religieuses » qui nous dit qu'à la salle de récréation, vous vous y rendez posément et non comme des enfants empressés de manifester leur joie d'être libres. En outre, selon le coutumier, que les sœurs n'estiment pas que ce soit peu de chose de bien faire la récréation, mais qu'elles considèrent ce délassement comme un moyen de se remettre des fatigues du jour. Elles ne doivent donc jamais se rendre à la récréation par manière d'acquis, mais plutôt avec préparation, demandant à notre Seigneur de grâce de ne rien faire ni dire qui ne soit tout à sa grâce. Rien de moins. Je vous lis aussi un extrait de la règle de Saint-Augustin, article 7. Durant la récréation, si une religieuse était sujette à parler d'elle-même, à faire des éclats de rire, à parler trop haut ou à faire d'autres immodesties de ce genre, qu'elle jette en entrant dans la salle un regard sur cette imperfection et prenne la résolution d'être sur ses gardes afin de n'y point tomber. J'ajouterais même que selon le directoire, les récréations devaient avant tout être innocentes, agréables et utiles. Extrait du directoire. Innocente si vous n'offensez ni Dieu ni vos sœurs. Agréable si vous contribuez joyeusement, chacune de votre côté, à récréer d'une manière toute sainte. Et utile si vous y mêlez quelque chose de spirituel. Donc, au bout de cette heure de répit, toutes, au premier son de la cloche, quitteront la parole commencée et se retireront en silence au lieu destiné. 20h45. On sonne le coucher. Toutes les sœurs se retirent dans leurs cellules et doivent être couchées à 9h. Voilà, la journée est terminée. Cet horaire chargé, et à travers lui la tradition des récréations, a été observé à la lettre pendant plus de 3 siècles par les Augustines. Comme le mentionnait Sarah, pendant de nombreuses années, les récréations étaient des moments encadrés, agréables et aussi utiles. Ce n'est que dans les dernières décennies que les Augustines ont profité de véritables moments dédiés au passe-temps. Dans les prochaines minutes, je vous présenterai quelques loisirs et divertissements pratiqués par cette communauté religieuse. Se divertir pour la bonne cause, l'exemple de la fabrication des fleurs. Donc, chez les Augustines, on se divertit pour la bonne cause, et ce, depuis le 17e siècle. En fait, les religieuses fabriquaient des fleurs artificielles depuis l'arrivée de sœur Renée Boulic de la Nativité en 1654. Au début, les fleurs étaient de facture assez simple, réalisées en aplat. On peut d'ailleurs lire dans nos archives que les premiers bouquets avaient l'apparence de raquettes. En 1678, lorsque la bouquetterie est confiée à une Canadienne, sœur Juchereau de Saint-Ignace, la forme des fleurs se renouvelle, on perfectionne la manière de les préparer, on invente de nouvelles méthodes de teinture, ce qui les rend évidemment de plus en plus naturelles et attrayantes. D'ailleurs, on dit même que les fleurs des Augustines étaient plus réussies que celles réalisées en France. Les religieuses, les Augustines ont vraiment perfectionné cet art et leurs fleurs étaient très recherchées.
À partir de ce moment-là, les Augustines reçoivent des commandes provenant de partout au Canada, en Angleterre et aussi en France. Leur production est devenue si populaire qu'à un moment donné, elles n'ont plus été en mesure de répondre à la demande. Pionnières dans la fabrication des fleurs artificielles en Nouvelle-France, les Augustines se sont transmis ce savoir, que dire cet art, d'une génération de religieuses à l'autre, et ce jusqu'au 20e siècle. Oui, ces fleurs artificielles contribuent à l'amélioration des finances de la communauté. Aussi, les Augustines expriment un talent artistique, mais surtout leur sentiment de vénération, d'adoration et de louange par la décoration de leurs autels avec des fleurs artificielles et des ornements. Bien que les Augustines occupent leur temps libre aux travaux d'aiguille, à la fabrication de fleurs artificielles ou d'enfants Jésus de cire pour aider les finances de la communauté, certains moments sont consacrés à la pratique de sport ou de simples loisirs. En été, les Augustines profitent de l'extérieur pour pratiquer différents sports comme le badminton, le vidéo ou le croquet. On remarque aussi que les religieuses jouent piche-note dans le jardin du monastère de l'Hôtel-Dieu. Toutes les occasions sont bonnes pour profiter de l'extérieur. Et en hiver, le patinage avait la cote. D'ailleurs, sur cette photo d'archives, on voit Sœur Micheline avec Sœur Marguerite, deux novices toutes souriantes en pleine séance de patinage. Comme on peut le voir, les deux patineuses portent des jupes carottées et un beau sourire, évidemment. Cette jupe était fabriquée à partir de couvre-lits de laine qu'elles avaient reçus lors de leur profession perpétuelle. C'est un bel exemple de réutilisation chez les Augustines. Nous possédons d'ailleurs quelques exemplaires de ces jupes dans nos collections. Et pour la petite histoire, c'est Sœur Fernande, dont nous vous parlerons un petit peu plus tard, qui a convaincu la mère supérieure d'installer une patinoire dans les jardins de l'Hôtel-Dieu au milieu du 20e siècle. On dit ce que Sœur veut. Un autre sport d'hiver est pratiqué par les Augustines, c'est la luge. On retrouve d'ailleurs dans nos collections un magnifique toboggan utilisé pour glisser. Si on se fie au témoignage de Sœur Buis en 1970, ce sport était fort populaire au monastère. En 1926, oui, je crois que c'est cela. Nous avions la permission de glisser le soir en traîne sauvage. Nous avions des costumes spéciaux. Quel bon plaisir! On nous faisait une glissoire à partir du mur du jardin, où est maintenant la grotte, jusqu'à la barrière de la clôture. C'est un sport bien agréable en tout temps. Pour ma part, je ne l'ai jamais négligé. Été comme hiver, les jeux de cartes sont populaires lors des moments de récréation des Augustines. Sur ces photos d'archives, on remarque d'ailleurs que les religieuses jouent aux cartes à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut aussi y voir un jeu de cartes avec des cartes dessinées à la main. Il s'agit du jeu des vertus, les vertus qui réfèrent à la charité, l'espérance, l'humilité et la foi. Malheureusement, plus personne ne connaît les règles de ce jeu qui a perdu en popularité au cours du 20e siècle. Mais même si les règles du jeu ont bien changé, les cartes demeurent très populaires chez les Augustines encore aujourd'hui. Elles aiment bien jouer au rook, à la dame de pique, au 31, à la petite école et aussi au jeu encyclopédie, avec des questions concernant les sciences et la société. Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur Sœur Fernande Boulanger. Et oui, c'est bien elle qui a su convaincre la mère supérieure d'avoir une patinoire dans les jardins de l'Hôtel-Dieu. On peut d'ailleurs la voir à l'œuvre au centre de cette image. Sœur Fernande, tout d'abord connue sous le nom de Sœur Saint-Maurice, est notamment reconnue pour ses talents en sculpture. En fait, son loisir s'est développé alors que la femme de Médard Bourgault a été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu. Le sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli apportait du bois de tilleul à Sœur Fernande et Sœur Fernande le taillait avec ses couteaux à bois par la suite. Elle a même eu un atelier au sol du monastère avec un établi pour ranger tout son matériel. Et la mère économe avait aussi fait aménager une armoire en face de son atelier pour y entreposer ses peintures, solvants et vernis. C'est tout dire. Tout au long de sa vie, Sœur Fernande a sculpté plusieurs objets comme de petits personnages, un chien, un calendrier perpétuel ou un coupe-papier. Et il ne s'agit que de quelques exemples. Nos collections regorgent d'œuvres de Sœur Fernande. L'ensemble de son œuvre est reconnu par ses sœurs, comme en témoigne sa notice biographique suite à son décès survenu il y a 32 ans. Ses loisirs sont employés à utiliser ses multiples dons naturels. Sculpteur de talent, son apport est riche en travaux sur bois, tant dans le domaine artistique que scientifique. Notre musée conserve d'elle plusieurs pièces de sculpture ainsi qu'une maquette de l'ensemble des bâtiments de l'Hôtel-Dieu en 1930 qui suscite l'admiration.
Elle a mis au service de la maison ses connaissances en architecture lors de nos nombreux travaux de construction et de réparation au long des années. Ces quelques mots traduisent bien l'importance de Sœur Fernande dans l'histoire des Augustines. Il y a tant à dire sur cette femme. Cette histoire fascinante ne sera définitivement jamais oubliée. Et finalement, pour conclure ce segment concernant les loisirs et divertissements chez les Augustines, on ne peut pas passer sous silence les fêtes, et elles sont nombreuses. Les fêtes communautaires soulignent la fête de la supérieure, les jubilés d'argent et d'or, par exemple, et sont autant d'occasions de réjouissance communes. Les fêtes liturgiques, quant à elles, célèbrent des événements comme Pâques ou Noël. Dans tous les cas, depuis la deuxième moitié du 20e siècle, les repas est un aspect très important des fêtes. Les Augustines sont définitivement de bonnes fourchettes. Noël est d'ailleurs un des événements les plus attendus de l'année. Autrefois, les célébrations se déroulaient en silence et en toute simplicité. Par exemple, au monastère de Roberval, après la messe, on se rendait en silence au réfectoire pour boire un bol de bouillon de poulet et manger quelques biscuits soda. Après Vatican II, qui a amené un vent de changement important sur l'Église catholique, les choses ont bien changé et les traditions culinaires aussi. À partir de ce moment, les fêtes deviennent des occasions de partager un bon repas et ce, dans une ambiance bien festive. Le bouillon de poulet et les biscuits soda laissent la place aux mets traditionnels. Dinde farcie, pommes de terre, aspics et même la crème glacée sont au menu pour Noël. Entre Noël et le jour de l'an, on déguste des tourtières, du ragoût et des beignes. Finalement, la soupe aux tomates et le pudding aux fruits est servi au jour de l'an. Tout récemment, j'ai appris que les Augustines de l'Hôtel-Dieu apprécient particulièrement manger de la fondue chinoise pour Noël. Qui l'eût cru? En plus des repas spéciaux, les Augustines aiment bien se déguiser ou présenter une pièce de théâtre à l'occasion d'une fête. D'ailleurs, nous avons de nombreux costumes dans nos collections qui témoignent du plaisir important des Augustines à se déguiser à différentes occasions. En ce moment, on peut d'ailleurs voir une photo prise en 1959 à l'occasion d'une soirée spéciale pour souligner la fête de Pâques. Et oui, on y voit bien des religieuses déguisées en lapin et elles semblent vraiment s'amuser. D'ailleurs, quand on regarde de plus près, on voit bien que les religieuses arborent un sourire bien caché derrière leurs moustaches et leurs dents de lapin. J'adore cette photo. Parmi les fêtes communautaires célébrées chez les Augustines, il y a les jubilés. Un jubilé célèbre l'anniversaire de l'entrée en communauté d'une religieuse et non sa date de naissance. Comme on peut le voir sur la photo, les jubilés étaient célébrés avec quand même faste, un banquet et un gâteau de noces à plusieurs étages. Jusque dans les années 60, les sœurs ne pouvaient pas voir leur famille à l'occasion de leur jubilé parce qu'elles avaient choisi une vie cloîtrée. Après Vatican II, les familles pouvaient maintenant assister au jubilé. Donc, à cette occasion, on offrait un gâteau à la jubilaire qui pouvait maintenant le partager avec sa famille. La jubilaire aussi avait droit à une attention spéciale. J'ai d'ailleurs envie de vous partager le genre de menu offert à une jubilaire. Vous allez voir définitivement, les Augustines ont bon goût et de l'imagination. Alors, au menu, salade de poisson de Gaspé à l'huile d'allégresse, lapin argenté de Saint-Sylvestre à l'Hospitalière, gâteau allumé au cœur embrasé de Saint-Augustin, pommes fleuries du jardin fermé de l'épouse, vin tiré des celliers du roi, et pour terminer, café chantant la miséricorde de Jésus. Bref, on peut le constater, que ce soit autour d'un repas ou dans les jardins du monastère, lorsque les occasions se présentent et que les circonstances sont favorables, les Augustines profitent des moments qui s'offrent à elles pour se divertir et avoir du plaisir en communauté. Merci, Julie. Alors maintenant, c'est le temps des vacances. Pendant très longtemps, les Augustines, comme les autres communautés religieuses cloîtrées, ne bénéficiaient d'aucun jour de vacances durant l'année. On travaillait vraiment 365 jours par année. Le travail occupait donc tout le temps des Augustines. Et les vacances, finalement, les vraies vacances ne sont arrivées qu'au 20e siècle. C'est un extrait d'un témoignage du 15 février 1970. La journée de travail était de 10 à 12 heures, prières comprises. Tous les 8 jours environ, nous faisions le service de nuit. Et jusqu'en 1937, nous n'avions jamais eu de vacances. Ce fut une bien grande joie quand nous commençâmes par une journée au jardin. Nous y prenions tous nos repas. Tout de même, nous allions aider à l'hôpital ce matin-là. Nous faisions individuellement toutes nos prières. Plus tard, on nous accorda 2 jours de vacances dans l'année.
Et en 1944, je pense bien que c'est ça, quand on a eu la maison à Sillery, nous avions 5 jours, et ensuite 8, puis 12. Maintenant, nous sommes à 15 à notre maison de retraite à Saint-Nicolas. Pour vous parler des vacances, nous allons nous servir de l'exemple des Augustines du monastère de Chicoutimi. Les religieuses de ce monastère ont rédigé des journaux de leurs vacances qui nous permettent de bien comprendre les activités qui s'y déroulaient. C'est en 1941 que les Augustines de Chicoutimi ont été sommées de prendre du repos durant l'été par nul autre que Georges-Arthur Melançon, alors évêque du diocèse de Chicoutimi. Ce dernier trouvait les sœurs bien éreintées. La supérieure d'alors devait trouver un endroit, retiré sur des terres, pour construire une maison de repos. Quelque temps plus tard, l'ermitage Saint-Georges de Chicoutimi est né. Extrait du journal de l'ermitage Saint-Georges de Chicoutimi, dimanche 20 juillet 1947. La plupart de nos compagnes ont sacrifié plusieurs heures de sommeil comme pour hâter l'aurore et jouir plus longuement de ce premier jour de vacances tant désiré. Les préparatifs s'effectuent dans les va-et-vient fiévreux. Les langues semblent retenues par une voix intérieure qui ne dit « Ne parle pas, tu n'as pas le temps ». À 11 heures, pip, 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 les machines sont au poste. À chaque détour de la route, nous croyons voir surgir l'ermitage. Ah, enfin, le voici! Que c'est épatant! Que c'est spacieux! Que c'est enchanteur! Que c'est merveilleux! Que c'est superlificoquement beau! S'écrie la plus jeune du groupe. Voilà, le temps des vacances est arrivé pour nos Augustines de Chicoutimi. Mais que fait-on en vacances quand on est une religieuse? On profite bien sûr de la nature qui nous entoure. Cet extrait, issu de la notice biographique de Sœur Fernande, nous donne une idée de l'ambiance. Son sens de l'art s'est aussi manifesté dans la photographie. Que de fois, été et hiver, l'appareil en bandoulière, elle a arpenté nos propriétés de Saint-Nicolas et de Sillery, où nous avons eu successivement une maison de vacances pour y croquer les merveilleux paysages qui s'offrent à nos yeux. Très proche de la nature, elle s'émerveillait devant les fleurs, les papillons, les oiseaux et les écureuils. Sœur Fernande, on l'aime. En outre, et bien que la lecture soit appréciée durant toute l'année par nos Augustines, on privilégiait vraiment les vacances pour pratiquer cette activité. Il faut dire que les Augustines, ce sont vraiment des femmes éduquées et que leurs bibliothèques sont assez impressionnantes et gorgées de livres. On profitait aussi des congés pour écrire nos pensées et bien sûr notre journal de vacances. Plusieurs sœurs se lançaient même dans des envolées lyriques, un peu spirituelles ou encore des poèmes plus joyeux. Sœur Saint-Charles-Borromée écrit dans le journal de l'ermitage Saint-Georges « Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans cette solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'entoure et qui m'aime. » Donc, Sœur Saint-Charles-Borromée avait de l'inspiration en vacances. Et durant leurs vacances, les sœurs appréciaient aussi les pique-niques dans leur jardin ou dans leur cour de leur maison de retraite. Elles mangeaient, un peu comme nous le faisons, des sandwichs, des fruits, des gâteaux. Elles buvaient un peu de vin aussi. Évidemment, tout était fait maison. Il faut dire que les jardins des sœurs n'étaient pas seulement agréables pour l'œil. Ils servaient surtout à la culture des fruits et des légumes, et ça depuis la Nouvelle-France, l'époque de la Nouvelle-France. Hein. Les Augustines ont cultivé toujours la nourriture pour nourrir leurs malades et se nourrir elles-mêmes. Donc, on mangeait bio chez nos Augustines. Puis comme vous pouvez le voir sur la photo qui est montrée, le résultat des photographies des sœurs en pique-nique, c'est tout simplement magnifique. Les vacances étaient aussi faites, bien sûr, pour se reposer et pour pratiquer des activités en plein air. Julie en a parlé un peu, donc le badminton, entre autres, et d'autres activités. On jouait même aux poches, semble-t-il. Et il y avait la cueillette des petits fruits, qui faisait aussi partie des divertissements des Augustines. Puis après une cueillette fructueuse, c'était la corvée pour arranger toute cette récolte. J'ai même entendu dire que certaines Augustines choisissaient leur période de vacances en fonction de la période de récolte des petits fruits. Quand même, il faut être motivé. On peut enlever « il faut être motivé ». Une autre activité, et ça, je partage cet amour pour cette activité, qui était prisée par les sœurs, et ça peut sembler étonnant, c'est celle de la pêche.
De nombreux documents d'archives dévoilent ce penchant réel pour ce loisir. Il faut dire que la pêche était pratiquée depuis longtemps par les Augustines. Donc, aux archives du monastère, on conserve d'ailleurs une ordonnance de la Compagnie de la Nouvelle-France qui octroyait des droits de pêche aux Augustines à l'embouchure du lac Saint-Charles près d'ici. Donc, on octroyait des droits de pêche au 17e siècle à nos Augustines. Hein, déjà au 17e siècle, on pêchait pour subvenir à nos besoins alimentaires. Plus tard, au 20e siècle, c'est devenu un loisir. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les Augustines semblaient d'excellentes pêcheuses. Mais la pêche semblait être aussi une source d'inspiration pour certaines. Extrait du journal de l'Ermitage Saint-Georges, juillet 1946. « Je crois en vous, petits poissons, qui naviguez dans la rivière. J'aime à vous voir mordre les hameçons, comme nous mordons dans les tourtières. Jamais, jamais, je vous le dis, je ne vous ferai de mal, mes bons apôtres. Mordez, mordez, en étourdi, parce que je voudrais bien en prendre d'autres. » Et qui aimait bien aussi pêcher? Nul autre que notre sœur Fernande, bien sûr, qui, comme on peut le voir, semblait elle aussi une très bonne pêcheuse. Donc, on le voit, les vacances semblaient se dérouler pour les Augustines sur un ton léger. D'ailleurs, nos religieuses profitaient des vacances pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on voit un groupe de religieuses en vacances à l'Ermitage Saint-Georges. Elles utilisent des casseroles, des tôles de cuisine et des cuillères comme instruments pour leurs fanfares. Sur l'autre image, on voit aussi une sœur parée de feuilles de fougère qui pousse un genre de char allégorique improvisé dans lequel se trouve une autre sœur qui est déguisée en nul autre que Saint Jean-Baptiste lui-même. Le bonheur et la joie semblent au rendez-vous. Et qui dit vacances dit musique, bien sûr. C'est connu, les sœurs aiment chanter et plusieurs possèdent des instruments de musique qu'elles savent bien évidemment maîtriser. Donc d'ailleurs, cette image nous rappelle le film, le grand classique Rock'n'None un peu, sur laquelle on voit les sœurs chanter et jouer des instruments de musique. Les sœurs ont d'ailleurs conservé beaucoup de micro-sillons. Mais que peut bien écouter une religieuse? De la musique classique, beaucoup de musique classique. Du Mozart, du Vivaldi, du Brahms, du Beethoven, mais aussi des chants religieux, de l'opéra, de la musique de Noël, du folklore québécois comme du Alice Robbie, des Compagnons de la chanson, du Willy Lamotte. Puis on a retrouvé dans la collection des disques de l'Hôtel-Dieu de Québec du Bing Crosby, du Édith Piaf, René et Nathalie chantent Noël, et chez les Augustines de Roberval, une collection impressionnante de disques de Nana Mouskouri, du Gilles Vigneault, du Sweet People et même du Elvis. On voit que les Augustines avaient quand même des goûts musicaux assez éclectiques. En somme, pour les Augustines, les vacances servent à se reposer, s'amuser, rire entre religieuses et passer du temps dans la nature. Tout pour être à nouveau disponible pour le travail. Mais une question reste en suspens. Quels sont les loisirs et divertissements pratiqués par les Augustines aujourd'hui? Généreusement, la communauté de l'Hôtel-Dieu m'a accueilli dans la salle de la communauté. Vous pouvez un petit peu imaginer le portrait. On retrouvait plusieurs chaises berçantes au centre de la salle et on m'a attribué une place. Donc, c'est donc en se berçant, tout simplement, que nous avons parlé de leurs loisirs. Et inutile de dire que nous avons vraiment beaucoup rigolé avec ces belles histoires et anecdotes qui sortaient ici et là. Et je crois aussi que pour les sœurs, ce fut une belle occasion de se rappeler de beaux souvenirs. D'abord, les sœurs m'ont dit que les loisirs et divertissements pratiqués différaient d'un monastère à l'autre car chaque monastère a sa propre identité. Et malgré les particularités propres à chacun, il y a des points communs. Chaque monastère a un chalet ou une maison de vacances, un ermitage, où les sœurs profitent de bons moments en nature pendant les vacances. Et au quotidien, un des loisirs qui a été mentionné par les Augustines, c'est que toutes les communautés écoutent les nouvelles de 18 heures et aussi toutes les communautés ont une table à journaux pour rester informées des enjeux actuels de la société. Aussi, les sœurs adorent jouer aux cartes et il y a toujours un casse-tête en cours de réalisation au monastère. Et sans surprise, les Augustines adorent se bercer et ils en profitent pour avancer leurs petits projets personnels comme des travaux d'aiguille. Bref, comme dans le bon vieux temps. Ce temps dédié aux loisirs qui se déroule quand même dans une ambiance relativement calme prend une autre dimension lorsqu'il est question de hockey.
Et oui, nos chères Augustines comptent parmi elles quelques amateurs de hockey. Comme on peut le voir actuellement, certaines jouent même au hockey sur table. Et aussi, la traditionnelle soirée du hockey a animé quelques soirées au monastère. Imaginez, au temps des Nordiques, il y avait des sœurs qui prenaient pour les Nordiques et d'autres qui prenaient pour les Canadiens. On peut donc imaginer que certaines soirées étaient vraiment bien animées au monastère. Je porte d'ailleurs votre attention sur cet article du Journal de Québec de 1987. On peut voir notre fameuse sœur Fernande en compagnie de Peter Stastny et Mario Gosselin. Rien de moins. À ce moment-là, les joueurs des Nordiques étaient venus en visite à l'Hôtel-Dieu pour visiter les malades et les réconforter. On peut donc dire que sœur Fernande n'a pas manqué sa chance pour rencontrer ces légendes du hockey. Et encore aujourd'hui, et oui, le hockey a toujours la cote. Maintenant, les Augustines sont du côté des Canadiens et celles qui ont le cœur assez solide continuent de le regarder encore aujourd'hui. Finalement, pour conclure cette présentation concernant les loisirs et les divertissements chez les Augustines, j'ai profité de l'occasion pour leur demander quels sont leurs loisirs préférés aujourd'hui. Donc, je vous partage en vrac les préférences de chacune. Sœur Nicole, par exemple, adore Noël, c'est bien connu de tous, puis elle s'implique avec cœur depuis de nombreuses années pour installer la crèche, puis décorer le monastère avec des décorations de Noël, et ce, à chaque année. Puis elle profite aussi de cette fête pour entretenir une imposante correspondance avec près de 50 amis. Prendre le temps d'écrire aux êtres qui lui sont chers, c'est vraiment un loisir, que dire un plaisir pour Sœur Nicole. Sœur Carmel, quant à elle, aime beaucoup la natation et, selon elle, elle est un vrai petit poisson dans l'eau. Elle vient d'ailleurs du monastère de Roberval, où il y avait d'ailleurs une piscine de dimension semi-olympique à l'intérieur du monastère. Donc peut-être que ceci explique cela. Et aussi, à défaut de nager aussi souvent qu'elle le souhaiterait, elle fait du bricolage ou d'autres activités manuelles ici et là. Autrefois, Sœur Berthe aimait beaucoup participer à des concerts ou visiter des musées. Par contre, c'est plus ou moins le cas actuellement. Maintenant, ce qu'elle aime, c'est magasiner pour offrir des petits cadeaux à ses sœurs. Pour Sœur Berthe, maintenant, ce qui est vraiment important pour elle, c'est de rendre visite à ses sœurs qui sont maintenant rendues à l'infirmerie de l'hôpital général ou qui ont besoin d'accompagnement. Donc, pour elle, ces temps libres, elle les consacre à sa communauté. Sœur Marie-Paul, quant à elle, aime beaucoup écouter de la musique, aime les jeux encyclopédies et regarder les documentaires sur les animaux. Sœur Sarah, quant à elle, aime beaucoup la musique, fait au point de faire partie d'une chorale externe et aussi elle aime bien les travaux d'aiguille. Je me permets d'ailleurs de vous raconter une petite anecdote en lien avec Sœur Sarah et ses passe-temps. Sœur Sarah venait tout juste d'arriver au Paraguay en mission quand le confinement lié à la pandémie a débuté. Donc, comme tout le reste du monde, elle a dû revoir ses plans et s'occuper autrement. Donc, elle était dans son monastère au Paraguay, elle a fouillé un petit peu, elle a découvert des retailles de tissus. Et le hasard a fait que les retailles de tissus avaient été envoyés par les Augustines de Québec à leur mission du Paraguay. Donc, elle a utilisé ces retailles-là pour faire une courte pointe. Elle a commencé sa courte pointe là-bas parce que jusqu'à être rapatriée au Québec, puis à son arrivée, elle a été en quarantaine aussi avant de pouvoir retourner avec les autres Augustines. Donc, on peut dire que ce projet l'a occupé et la pandémie a un peu aidé à conclure ce projet. Et donc, sa courte pointe est maintenant complétée. Et voilà, tout comme la courte pointe de Sœur Sarah, notre conférence est terminée. Donc, Sarah et moi, nous avons eu beaucoup de plaisir à explorer dans nos archives et nos collections pour vous donner un aperçu des loisirs et les divertissements pratiqués chez les Augustines du 20e siècle à aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis venez nous voir au monastère, vous allez voir, c'est absolument divertissant et vraiment très ressourçant comme endroit. D'ailleurs, la préparation de notre conférence nous a inspiré une petite exposition qui est présentement disponible pour vos yeux. Alors, on vous attend au monastère. Merci.